Alors, il y a quelque chose qui m'a choqué dans l'actualité récente. Quand on y réfléchit, c'est choquant. Quand on n'y réfléchit pas, on se dit c'est logique. C'est le gel, enfin, la volonté de l'Union européenne de geler les avoirs russes. Bon, j'imagine que, j'ose espérer, que c'est seulement les avoirs russes des grosses fortunes. Bon, non, parce que si c'est tous les avoirs russes, je regrette. Il y a des gens qui viennent de Russie, qui sont immigrés de Russie et qui vivent ici depuis bien avant la guerre Ukraine-Russie. Hein, excusez-moi de le dire. Non, sérieux, hein, bon. Donc, il s'agit, à mon avis, simplement des avoirs. D'après ce que j'ai lu, c'est ça, c'est les avoirs des grosses fortunes russes. Bon. Alors, je dis, et dont une banque, principalement en détient beaucoup, c'est une banque belge. Euroclear, je crois qu'elle s'appelle la banque belge, mais c'est pas la seule, hein, mais il y a notamment Euroclear en Belgique. Je regrette, la Belgique n'est pas un paradis fiscal, c'est en clair. C'est-à-dire que comparé aux 14% maximum d'impôts en Russie, en Belgique, on est largement au-dessus pour les grosses fortunes. Donc, ce n'est pas un paradis fiscal la Belgique. Et il y a d'autres. Je dis, si c'est juste pour une question de paradis fiscal, de fiscalité ou d'arrangement financier, gagner plus d'argent financièrement par des taux d'intérêt plus élevés, ou si c'est pour bêtement ça comme question, la Belgique, non, avec ses taux d'intérêt anecdotiques qui couvrent à peine l'inflation de l'euro, excusez-moi, c'est ridicule. Non, des pays sont bien plus indiqués pour ça, le Liechtenstein, le Luxembourg, plus ou moins, mais fiscalement c'est pas intéressant. Le Liechtenstein c'est très intéressant fiscalement, la Suisse très intéressante fiscalement et financièrement. Et si c'est pour profiter des loisirs et des produits de luxe occidentaux, continuer à pouvoir profiter de ça malgré la guerre, pour les bourgeois russes, je dirais que Malte et Monaco représentent des valeurs plus sûres que la Belgique ou la France, par exemple. Je crois que si un bourgeois russe investit son argent, parce que lorsqu'on met son argent dans une banque, on est prêt à investir pour ce sur quoi la banque investit. Ah bah oui, forcément, on aide la banque à investir dans quoi elle a investi. Donc si un bourgeois russe, et comme je dis toujours, c'est ça le problème des guerres, c'est que c'est pas les grands, très grands bourgeois oligarques russes qui vont la payer, c'est les moyens bourgeois, les petits bourgeois. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on parle des banques belges, on parle d'une banque belge, enfin de quelques banques belges, dont Euroclear, la plus grosse, qui détient le plus d'avoir russe, et des banques françaises, et des banques hollandaises aussi, des banques de Hollande aussi. Mais je regrette, en Belgique, si tu investis dans un pays occidental en tant que russe, bah, ça signifie que de facto, si c'est pas ni Monaco, ni Malte, ni le Liechtenstein, ni la Suisse, ni le Luxembourg, si c'est des pays simples comme la France, la Belgique, la Hollande et d'autres pays, et l'Angleterre, qui ne fait plus partie de l'Union Européenne, mais bon, voilà, ça veut dire que tu investis, tu es prêt à investir pour ce dans quoi cette banque investit. C'est-à-dire que tu es prêt à fournir l'effort de guerre européen, l'effort de guerre européen. Excuse-moi, non mais c'est clair. Donc l'effort de guerre de l'ennemi, entre guillemets, hein, d'un point de vue guerrier, Russie versus Occident. Mais non, parce que la Belgique, on a quand même une entreprise d'armement, la FNR Stahl. La France, il y a Dassault et toutes les autres entreprises, des grosses entreprises d'armement également. Donc quel est l'intérêt finalement pour un Russe qui serait pro-guerre, pro-Poutine, d'investir dans des banques dont il sait que ces banques vont mener une politique d'armement de l'Ukraine plutôt que... Hein, voilà, c'est ridicule. On a compris tout le ridicule. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir en Europe, il s'agit, en dehors de Monaco, de Malte, de Liechtenstein, de la Suisse et du Luxembourg, et le Luxembourg encore, hein, c'est limite, c'est fiscalement peu intéressant, comparé aux autres que j'ai cités.
Mais disons, si on a des avoirs, si un Russe a des avoirs en Europe, c'est qu'il n'est pas tellement pro-Poutine que ça, finalement. Et encore une fois, ces sanctions ne frappent que le peuple. Le peuple, ça ne veut pas dire les paumés. Hein. Le peuple, ça veut dire le peuple. Le peuple, ça veut dire la majorité de la population, qui est, pour la Russie, majoritairement opposée à cette guerre, bien qu'elle ne puisse pas l'exprimer directement. Et y compris, on ne voit pas pourquoi il n'y aura pas des bourgeois russes qui seraient opposés à cette guerre non plus. Donc évidemment qu'il y a des bourgeois russes qui sont opposés à cette guerre, et les vrais oligarques russes qui dépendent de l'économie de guerre russe n'ont évidemment pas intérêt à avoir leurs avoirs financiers installés en Occident, en dehors de Malte, Monaco, Liechtenstein, Suisse, Luxembourg. Parce qu'ils savent que cet argent va servir pour les banques à financer l'effort de guerre européen contre la Russie, l'effort de guerre ukrainien contre la Russie. C'est évident. Ou alors, l'Union européenne estime que les banques françaises, belges, hollandaises, autres, ne participent pas assez à l'effort de guerre. Mais alors là, c'est plus le problème des Russes, c'est le problème de l'argent de tout le monde. Et donc ce qu'il faut faire, c'est taxer ces banques pour les obliger à participer à l'effort de guerre, instaurer une taxe spéciale d'effort de guerre envers ces banques. Mais certainement pas dire on va geler les avoirs russes parce que ce sont nos ennemis. On n'a pas d'ennemis. Moi, j'ai pas d'ennemis. Je suis pour la paix parce que, comme je dis, qui paye en premier la guerre? Ceux qui n'ont rien à voir avec elle. Ceux qui ont tout à voir avec elle ne la payent absolument pas. Les oligarques russes laissent l'argent en Russie. À la limite, avec les BRICS, ils peuvent la mettre en Chine, au Brésil, en Inde, en Iran. Hein? Bon. Alors c'est large. Voilà. Donc, lorsqu'un Russe met son argent, je crois quand même qu'on peut s'imaginer que lorsqu'un Russe met son argent en Europe, en France, en Belgique, en Angleterre, en Hollande, en Irlande, il est à peu près... il n'est pas con, ce Russe. Il sait très bien que ça va servir, cet argent, via la banque qui finance cela, va servir à l'effort de guerre ukrainien contre les Russes. Ou risque de servir à ça. Donc voilà, ça suffit. Alors, dans la vidéo, ce qui précède cette seconde partie de vidéo que j'ai refaite, je parle d'effort de guerre, l'argent que l'Europe cherche pour financer son effort de guerre, hein, et qui veut le chercher chez les actifs russes, les avoirs russes, des fortunes russes en Europe. Bon, j'ai expliqué le ridicule de ça, mais il y a un autre ridicule qui est l'effort de guerre. Je me trompe ou l'Union européenne a gagné un prix Nobel de la paix? Je dis l'Europe méritait manifestement pas ce prix Nobel de la paix parce que depuis le début du conflit, alors au début du conflit c'était très bien. Pourquoi? Parce qu'on avait des gens qui manifestaient pour la paix. Mais manifestement, de ce que je vois, ils manifestaient plus contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie que pour la paix vraiment. C'est-à-dire qu'ils étaient contre les Russes, ok, d'accord, ça on avait compris. Mais ils n'étaient pas contre la guerre parce que on les voit plus, ces gens. Plus personne ne manifeste pour la paix entre l'Ukraine et la Russie. Je regrette, moi je suis resté sur la même position qu'avant, pour la paix. C'était ma première position, j'y suis resté, parce qu'il n'y a que le peuple qui paye la guerre. Et je dis l'Ukraine, soi-disant on aide l'Ukraine. En fait, l'Ukraine est quoi? Elle est transformée en champ d'expérimentation des nouvelles armes, des nouveaux types et des nouvelles séries d'armes, des armateurs, des fabricants d'armes européens, occidentaux et américains. Et en fait, on se retrouve, l'Ukraine, Russie, cette guerre sert de champ de bataille pour comparer le pouvoir des armes de ceux qu'on pourrait nommer historiquement les alliés,
dire le camp OTAN, NATO, OTAN, Organisation du traité Atlantique Nord, donc tester les armes de l'OTAN par rapport aux armes des BRICS, la Russie, la Chine. Est-ce que nos armes, à nous occidentaux, sont meilleures que les armes des Chinois, des Russes? Et l'Ukraine ne sert qu'à ça, qu'à tester des armes. On n'en a rien à foutre de l'Ukraine. Si on en avait fait quelque chose à foutre de l'Ukraine, ça ferait déjà longtemps qu'on aurait non pas lancé des efforts de guerre, mais qu'on aurait lancé des efforts de paix, des efforts diplomatiques de paix. Excusez-moi de le dire, il fallait le faire dès le début. Le seul qui l'a... C'est dommage, c'est pas parce que celui qui fait quelque chose ou qui dit quelque chose, on est contre, qu'il a forcément tort. Un néo-nazi peut dire que 1 plus 1 égale 2, il a raison, même si c'est qu'un néo-nazi. Donc Trump fait des efforts de paix, il a raison, même s'il s'appelle Trump et qu'on déteste sa gueule. Et on a raison de détester sa gueule, d'ailleurs dans la majorité des cas. Moi-même, je ne suis pas fan de Trump, mais je dis, quand j'entends qu'il fait des efforts de paix, là je suis fan. Et plus fan de lui que de Ursula von der Leyen, qui honnêtement est plus dans une logique de guerre, y compris Macron d'ailleurs, qui au début était dans une logique de paix, vouloir arranger les choses, et qui maintenant s'est dit, eh ben, il faut tester les armes d'assaut, donc on n'en a rien à foutre de la paix. Voilà. Moi j'aimerais qu'on retrouve nos manifestants qui étaient pour la paix au début de la guerre. Est-ce qu'ils étaient pour la paix ou contre la Russie? J'aimerais qu'on retrouve ces manifestants dans les rues. Ces manifestants qui manifestaient contre la guerre. Parce que là, on est en train de vouloir enrôler toute la jeunesse dans cette guerre. Wonderful love, quoi. Non, bah, quelle va être la prochaine étape? On parle de service militaire volontaire. Après, on dit, ah oui, mais un service militaire obligatoire n'est pas envisageable dans l'immédiat. C'est-à-dire que c'est envisageable pour plus tard. Pourquoi? Arrêtons de déconner. Stop, là. Voilà. Donc je voulais compléter la partie de la vidéo précédente par cette partie-ci, tout simplement.